Tout le monde entend? Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence de Brigitte. Aujourd'hui, le musée Picasso est à Paris, mais ça y est, je vous dis l'adresse. Voilà, vous allez dans le Marais, vous le trouvez automatiquement. Je pense que là, ça va être une très belle conférence, puisque l'originalité du musée Picasso, c'est que c'est un musée qui va avoir des expositions successives, non pas un musée à une étoile fixe. Donc je laisse la parole à notre spécialiste Brigitte et je vous souhaite une bonne conférence. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons donc au musée Picasso, comme vous l'a dit Monsieur Serjac. En fait, tout le monde m'entend bien? Non, je vous dis où c'est tort, non, c'est bon. Donc oui, la particularité du musée Picasso, en fait, comme de plus en plus musées à l'heure actuelle, c'est que c'est un musée dont l'accrochage va changer au cours du temps. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'accrochage actuel, mais à partir du 20 octobre, il y aura un nouvel accrochage. Parce que les collections du musée Picasso sont absolument énormes, il y a plus de 5000 pièces. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Ah, je vois que notre ingénieur son, est-ce que ça va là? Oui? Près du micro? Oui, mais si je parle près du micro, les peurs, on va les... Bon. Alors, donc en fait, je voulais attirer votre attention, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au musée Picasso, mais déjà, aller au musée Picasso, il s'agit aussi d'une promenade architecturale. Le musée Picasso donc, se situe dans le Marais, non loin de la place des Vosges. Donc, je voulais attirer votre attention sur ce bâtiment. Alors, la place des Vosges, en fait, se trouve dans le Marais. Et la place des Vosges est je dirais, une nouvelle marque d'urbanisme qui date de l'époque de Henri IV. Jusqu'à l'époque d'Henri IV, cette partie nord, c'est-à-dire nord de la rue Saint-Antoine, est un marais, comme son nom l'indique, et elle va être urbanisée petit à petit à partir de l'époque d'Henri IV. Et la place des Vosges que l'on voit va être un embryon, en quelque sorte, de ce nouveau marais qui va se construire, qui va devenir l'un des centres aristocratiques du XVIIe siècle. Alors, si je vous dis ça, c'est pas pour vous ennuyer, mais c'est simplement pour vous dire, lorsque on est dans le marais, vous le savez de toute manière, regardez, ouvrez vos yeux, car partout vous avez des hôtels particuliers. Et donc, dans cet endroit qui, à partir, on va dire, du début du XVIIe siècle, commence véritablement à naître, il va y avoir donc la construction de nombreux hôtels particuliers. Et parmi ceux-là, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le musée Picasso. Autrement dit, est-ce que vous connaissez l'autre nom du musée Picasso? L'hôtel Salé. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. C'est un petit peu étrange comme nom pour un hôtel. Un petit peu étrange. Alors, comment? Il y a une histoire d'impôt. Tout à fait. Une histoire d'impôt. Une histoire de gabelle, plus exactement. Alors là, nous sommes devant l'entrée du musée Picasso, de cet hôtel, de l'hôtel Salé. Une histoire d'impôt, effectivement, parce qu'il a été construit à partir de 1656, à peu près, par le sieur Aubert, qui était un percepteur de la gabelle. Mais devant la somptuosité de la demeure qu'il va faire construire, eh bien cet hôtel sera très vite appelé l'hôtel Sale ou Salé, car il est certainement construit, s'il n'est construit avec de l'argent sale, en tout cas il est construit avec de l'argent salé qui provient directement
d'une mise à l'écart d'une partie de ces impôts pour la construction de cet énorme, vraiment c'était un lieu, c'était le plus grand hôtel du Marais à ce moment-là. Alors l'hôtel Salé est construit, donc je vous le disais, dans cette fin du XVIIe siècle, au moment où le goût pour le baroque commence véritablement à poindre. Et lorsque vous arrivez devant la porte de l'hôtel Salé, vous ne manquerez pas de remarquer cette courbe convexe donc, qui va arrondir déjà l'arrivée. Or bien sûr, il s'agit d'une question de confort pour permettre aux voitures, aux carrosses de pouvoir tourner, mais également de manière à être en rupture avec l'espace urbain et véritablement lui donner une espèce de fluidité. Bon, vous me direz c'est un détail, mais un détail véritablement très marquant de l'époque. Et voici cet hôtel particulier, cet hôtel Salé. Alors, peut-être vous ne le trouvez pas si grandiose, si absolument si gigantesque que cela, mais en fait, l'hôtel Salé, c'est tout ça. C'est toute cette partie-là. Donc, la façade sur cour. Suivant la tradition désormais des hôtels particuliers, l'hôtel Salé est un hôtel entre cour et jardin de l'autre côté. Donc, on entre dans cette cour également qui est marquée là encore par les lignes courbes, puisque vous voyez que les ailes en retour, les deux ailes en retour, celle-ci on ne voit pas, mais en tout cas celle-ci, eh bien, sont marquées, se terminent, se raccordent au porche d'entrée en quart de rond. Donc vraiment, il y a une volonté d'inscrire cette architecture dans une fluidité de la cour. Vous le voyez ici, au niveau de ces volutes qui se terminent par des sphinges, qui là encore raccordent le bâtiment tout en courbe. Je vous dis ça, voilà, courbe féminine, et puis c'est toujours intéressant de poser son œil sur cette architecture. Puisqu'on en est là, lorsqu'on rentre dans cette cour, vous verrez, suivant véritablement cette tradition architecturale qui remonte à la Renaissance, c'est-à-dire d'avoir un espace symétrique de part et d'autre de l'entrée principale. Il y a deux ailes, mais vous voyez celle-ci, en fait, il s'agit de ce qu'on appelle un mur renard, c'est-à-dire que derrière, il n'y a absolument rien. C'est simplement pour être en parfaite symétrie. Il y a cette volonté, ce que l'on peut mettre en parallèle avec cette volonté véritablement d'organiser en quelque sorte le chaos du monde. Donc on est vraiment on est à la fois dans un espace qui joue sur les courbes et en même temps dans un espace symétrique. Donc de ce côté-ci, un mur renard, donc un trompe-l'œil en fait, et de ce côté-ci, les communs avec les écuries et les cuisines. Donc qui vont véritablement séparer la cour en la cour principale, et de l'autre côté il y a la basse-cour, car on commence aussi en architecture à penser fonctionnalité, c'est-à-dire que lorsque après que l'on soit descendu de sa voiture, eh bien, les chevaux seront amenés ici et la voiture eh bien, sera remisée de l'autre côté. Et il y avait ici l'accès à une petite ruelle. Donc vous voyez, on est aussi dans quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est-à-dire penser la fonctionnalité de l'architecture. Donc voici ici une autre photographie de la façade.
avec une organisation avec énormément de fastes. Rappelons-nous qu'il s'agit de l'hôtel particulier d'un percepteur de la gabelle, donc un personnage qui n'était même pas un aristocrate, donc un faste dans cette architecture, avec, regardez ici au niveau de la porte centrale qui est surmontée d'un fronton triangulaire avec des modillons, vous voyez, qui vont véritablement rythmer la façade, et les trois travées principales qui elles-mêmes, sont encore en écho avec ces courbes que l'on peut voir dans la cour, et donc qui sont surmontées par un fronton curviligne, et vous pouvez voir la richesse des sculptures, tout est sculpté sur place. Il s'agit donc de ce fronton curviligne qui est surmonté d'un trophée. Vous voyez un casque de guerrier tout empanaché, donc qui donne véritablement une dignité exceptionnelle à cet édifice. Donc voici ici encore une vue pour que l'on voit bien cette symétrie. Et puis donc, si vous n'avez pas été convaincu par la monumentalité de l'hôtel Salé, peut-être serez-vous convaincu par la monumentalité de la façade sur jardin, où là, véritablement, on a l'entièreté de l'hôtel particulier avec cette façade extrêmement rythmée, et ces toits désormais qui sont des toits à la mansarde, c'est-à-dire des toits à pans coupés. Là encore, fronton triangulaire au niveau de l'avant-corps central, belle symétrie avec de chaque côté ces pavillons qui viennent, qui s'avancent et qui donnent véritablement un rythme à cette architecture. Donc voici encore des photographies de toutes les sculptures que l'on peut voir en façade et en façade sur jardin. Là, c'est sur la façade. Et puis, voici une photographie de cet hôtel Salé. Petite photographie au XIXe siècle. Alors, que s'est-il passé entre les deux? Eh bien, donc, le sieur Aubert, qui avait fait construire cet hôtel particulier, n'habitera l'hôtel particulier que 4 ans, puisque cela, en 1661, peut-être que cela vous dit quelque chose, enfin, je ne sais pas, c'est Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte, c'est Fouquet, et c'est la chute de Fouquet. Fouquet est arrêté et entraînera dans sa perte le sieur Aubert. Donc Aubert, qui a fait construire ce magnifique hôtel, ne l'habitera que 4 années. Et cet hôtel sera ensuite habité diversement. À un moment, l'ambassade de Venise y siégera. Et après la Révolution, cette bâtisse, qui commence à se délabrer de plus en plus, sera louée à des écoles. Il y aura donc des écoles qui vont venir s'installer, et notamment à partir de 1828, il y aura une école qui vient d'être nouvellement créée, c'est l'école centrale, qui est une création de ces années 1828 et qui débutera ici, où elle restera à peu près une dizaine d'années. Donc vous imaginez l'état du bâtiment qui va être complètement remanié. Donc vous voyez ici, là c'est le jardin, il y a carrément des bâtisses qui sont construites à l'intérieur, etc. Mais cette photographie nous donne une bonne image de ce que l'on considérait comme, ce qui n'était pas encore considéré comme le patrimoine. C'est-à-dire que les bâtiments des époques anciennes n'intéressaient pas encore. Cette idée de patrimoine, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Donc tous ces bâtiments, tous ces hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe étaient considérés comme des endroits vétustes, sans aucun intérêt architectural, et que l'on occupait car
ils offraient de grands espaces. Donc ceci pour dire que cette notion de préservation de l'architecture, c'est vraiment quelque chose qui apparaît à la fin du XIXe siècle. Et donc, l'école centrale va bientôt déménager, elle sera de nouveau habitée par différentes écoles, et c'est en 1964 qu'il va y avoir véritablement un intérêt, en la personne personnifiée, on va dire, par André Malraux, pour le quartier du Marais. Et peut-être certains d'entre vous ont vu cette évolution du quartier du Marais, qui était vraiment d'une vétusté incroyable. Les murs étaient noirs de fumée, c'était vraiment un quartier dans lequel on n'avait pas envie d'habiter. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'à la fin du 19e aussi, c'est un quartier dans lequel eh bien, les Juifs venus d'Europe de l'Est aussi se sont installés, hein, parce que vraiment personne ne voulait habiter là. Et donc en 1964, à partir de ces années-là, il y a véritablement un tournant dans la conscience architecturale, enfin la conscience patrimoniale, et donc la ville de Paris va racheter ce bâtiment. On ne sait pas encore trop quoi en faire, on est bien embêté, mais à partir des années 68, André Malraux a bien conscience qu'un de nos artistes, Pablo Picasso, qui est encore en vie, qui est né en 1881 ou 82, donc qui avance véritablement en âge, va bientôt mourir. Et c'est pour cela que André Malraux va déjà penser à l'organisation de l'après-Picasso. C'est André Malraux qui va créer cette loi sur les héritages, la dation, donc qui permet aux héritiers de payer une partie de leurs droits de succession en léguant des œuvres d'art. Ça c'est 68, et c'est Malraux en pensant à Picasso. Et de la même manière, donc André Malraux va déjà imaginer installer le futur musée Picasso eh bien, dans cet hôtel Salé. Et en fait, donc, Picasso meurt en 1972, et c'est à partir de ce moment-là eh bien, que des travaux vont être engagés eh bien, pour exposer cette extraordinaire collection qui va tomber dans l'escarcelle du ministère de la Culture, c'est-à-dire cette dation qui va comporter plus de 5000 œuvres, vous imaginez, et des dizaines de milliers d'archives, des photographies de Brassailles, etc. etc. Picasso s'est beaucoup appuyé sur... a été un grand communicant, en fin de compte. Hein. Vous connaissez certainement le film de Clouzot, enfin, etc. etc. Et donc, l'État français se retrouve héritier d'une partie eh bien, de l'œuvre de Picasso. Et donc, c'est à ce moment-là que l'on va décider d'installer cette collection dans cet hôtel particulier qui, véritablement, est à la mesure de l'œuvre de Picasso. Ah ben oui, je tiens ma télécommande à l'envers. Excusez-moi. Et donc des travaux vont être entrepris dans un premier temps de 74 jusqu'à 85. Donc vous voyez, 11 années de travaux sont nécessaires pour rendre cet hôtel qui a souffert des différents habitants, pour en faire un lieu d'exposition. Le musée Picasso, donc, dont le chantier va être dirigé par l'architecte du LAM à Lille, de Lille Art Moderne, ce superbe musée. Donc cet architecte, il s'agit de Roland Simonet, qui va, si vous y êtes allé,
déjà, qui va vraiment, là encore, créer une véritable fluidité, enfin des espaces d'exposition, des espaces de bureaux, etc., des espaces de recherche dans cet hôtel. Mais vous voyez, des travaux absolument monumentaux, mais malgré cela, eh bien, le musée ouvre ses portes en 85 et après 25 ans d'ouverture, eh bien, le musée est trop à l'étroit. Et donc, il sera décidé en 2010 de faire une deuxième vague de travaux. Et là, cette fois-ci, en fait, tout l'espace de l'hôtel sera dédié à la présentation des œuvres de Picasso. Jusqu'alors, une partie de l'hôtel abritait aussi les services de communication, les services de chercheurs, etc., etc. Et donc, enfin, tous ces services vont être déménagés dans un immeuble qui est pas très loin de l'hôtel Salé, mais tout l'espace de l'hôtel Salé va être dédié au déploiement des collections de Picasso. Alors là, on voit ici le côté, ce qui étaient les communs et l'endroit où il y avait les écuries, eh bien, dont on va casser le plafond. Et en fait, lorsque vous allez à l'hôtel Picasso, vous rentrez par ici et vous baignez, enfin, on profite d'une lumière zénithale qui est absolument exceptionnelle. Donc, l'entrée se fait ici. Ah, ça ne devrait pas être là. Mais bon, simplement, on peut dire que parmi, il y a plus de 300 œuvres peintes de Picasso et 1200 dessins dans les réserves du musée Picasso. Donc, vous voyez, une richesse absolument extraordinaire. Et puis, donc pour en revenir à la restauration, à cette deuxième phase de restauration, juste avant l'ouverture en octobre 2014, donc un soin tout particulier a été mis dans la mise en valeur de l'architecture du XVIIe siècle, de l'architecture d'origine. Et parmi les morceaux les plus exceptionnels de cette architecture du XVIIe, eh bien, il y a l'escalier. Alors, on ne rentre plus par là, mais au cours de la visite, vous pourrez voir cet escalier qui est absolument un escalier monumental. N'oublions pas que l'escalier dans toutes les demeures est véritablement le morceau de bravoure de l'architecte, hein, calculer toutes les poussées, etc., etc. Ah, non. Elle est longue. Ça, cela vous montre aussi la restauration de Simonet, qui véritablement avait mis en scène cette architecture du XVIIe siècle aussi, en la réactualisant. Revenons à cet escalier donc, du XVIIe, un escalier à double volet, vous voyez, qui dégage un espace absolument monumental. Alors, pour reparler de cette architecture du XVIIe siècle, je vous disais, l'escalier est véritablement le morceau de bravoure de l'architecte. Et ici, on est véritablement dans une monumentalité de l'espace, accentuée bien sûr par les couleurs claires des murs, et accentuée également, vous voyez, par le retour ici, donc qui forme comme une galerie. Donc véritablement, on est dans un espèce de poumon. Un jour, ça m'intéresserait bien de faire quelque chose sur les escaliers parce que vous avez déjà noté ça dans les hôtels particuliers du XVIIe ou XVIIIe siècle. L'escalier est un endroit un petit peu à part. En général, un endroit donc, où le sol est de pierre, le sol et les murs sont de pierre. Alors qu'une fois que l'on pénètre dans les pièces, on est très souvent dans un environnement de boiserie. Et en fait, il faut rappeler qu'en architecture, tout du moins jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, très souvent, il n'y avait pas de porte. L'escalier était véritablement un lieu intermédiaire entre l'extérieur
et l'intérieur. Et donc c'est pour cela que le vestibule ou les escaliers sont toujours traités de cette manière, donc dans la continuité de l'extérieur, avec le même matériau présent, c'est-à-dire la pierre, le même matériau qu'à l'extérieur. Donc pierre et fer forgé, bien évidemment, pour la balustrade. Hein. Tout ce que vous voyez, eh bien, il s'agit de fer forgé. La fonte, ça vient plus tard, c'est à partir du milieu du 19e siècle, la fonte moulée. Vous voyez qu'à l'intérieur, là encore, hein, M. Robert n'a pas ménagé ses deniers, salement acquis, si l'on peut dire, puisque là encore, les décorations, enfin les sculptures en bas et haut relief sont absolument d'une facture, d'une excellente facture. Le sous-sol, pardon. Ce sous-sol voûté en voûte d'arête, donc qui a été utilisé pour y mettre et le vestiaire et également une partie des collections. Donc si vous allez au musée Picasso, je vous recommanderais d'aller au vestiaire parce que c'est une visite qui peut prendre un certain temps, donc délestez-vous d'un maximum de choses, il y fait chaud, donc laissez tout ce que vous pouvez et dès le sous-sol, eh bien, vous pouvez commencer le parcours Picasso au sous-sol. En fait, vous avez comme une mini biographie de Picasso en quelque sorte, avec les différentes époques, des œuvres des différentes époques de la carrière de Picasso. Donc jalonnées par ses ateliers, donc l'époque du bateau lavoir, du quai des Célestins, etc., etc. Avec aussi des poteries, des céramiques de Picasso qui aussi sont intéressantes. Et parmi les œuvres que l'on peut voir au sous-sol, il y a celles qui en général plaisent. Il s'agit de l'époque du bateau lavoir, hein, puisque c'est quand il était au bateau lavoir que Picasso va entamer sa période rose. Sa période rose, donc que l'on voit représentée ici avec ces deux enfants nus, deux enfants au tambourin avec une écuelle, peut-être des forains donc, qui donnent un spectacle. Et puis donc si on monte au rez-de-chaussée, on va y monter, à partir du rez-de-chaussée, l'exposition des œuvres, enfin pour l'instant, se fait en ordre chronologique. C'est-à-dire que l'on va commencer par les débuts de Picasso. Les premières salles donc, sont dédiées au début de Picasso. Et parmi ces œuvres des débuts, il y a celle-ci, la fillette aux pieds nus, qui date de 1895 et que Picasso a peint donc, alors qu'il était encore en Espagne. 1895, pardon, je vous ai dit qu'il était né en 1881. Oui, c'est 81. Donc 1895, si vous comptez bien, ça lui fait, il avait 13-14 ans. Donc vous voyez déjà, à 13-14 ans, c'est un peintre accompli en fait, qui maîtrise eh bien, toutes les techniques et tellement que son père, qui a été l'un de ses professeurs, eh bien lui-même, son père étant dépassé, le professeur, le maître étant dépassé par son propre élève, son père arrête de peindre. Et puis, après ça c'est 1901, Picasso a 20 ans. Que s'est-il passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Picasso, qui ne s'appelle pas encore Picasso, hein, c'est Pablo Ruiz, il va prendre le nom de Picasso qui est le nom de sa mère. Picasso, donc c'est le jeune prodige, c'est le Mozart de la peinture. Et donc, lorsqu'il y a l'exposition universelle de 1900, c'est lui qui va être choisi comme peintre, donc représentant l'Espagne. Et donc, c'est à l'occasion de l'exposition universelle qu'il se rend à Paris. Paris, en 1900, c'est le lieu
des avant-gardes. C'est le lieu où les peintres, depuis Manet et son Déjeuner sur l'herbe, ont envoyé promener la tradition académique et sont en train de construire une autre peinture. Une peinture qui ne représente pas un monde idéal, comme la peinture académique, mais une peinture qui va s'attacher à représenter le monde tel qu'on peut le ressentir. Donc c'est une peinture du ressenti à laquelle il va, enfin, à cette avant-garde qui est en train de chercher de mettre en place une nouvelle représentation qu'il va rencontrer et donc qui vont bien évidemment influencer sur sa peinture. Or là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il s'agit d'un portrait de Gustave Coquio. Vous voyez derrière lui une peinture presque sale, on pourrait dire, une peinture qui n'est pas sans évoquer l'acidité, l'aigreur d'un Toulouse-Lautrec. Hein. Bien évidemment, tout ça, c'est cette époque-là. C'est ce monde-là aussi qu'il représente. Et Gustave Coquio, donc, qui est un critique d'art, et donc qui devait rendre compte de la première exposition qu'il y a de Picasso à Paris, donc qui est une exposition qui est montée par Ambroise Vollard, un grand marchand d'art. Et donc c'est Ambroise Vollard qui demande à Picasso de peindre ce portrait de Gustave Coquio et de lui offrir, de manière à se mettre ce critique dans sa poche. Vous voyez que le style a complètement, le style de Picasso a complètement changé. Alors, la rencontre avec les avant-gardes, la rencontre aussi avec, il se retrouve à Paris où il est absolument inconnu, il se retrouve dans un milieu, ce milieu d'avant-garde qui est un milieu de rapins extrêmement pauvres, qui vit dans la pauvreté, etc. Et parmi ces gens qu'il rencontre, il y a Casagemas, un compatriote, et en fait on est dans cette ambiance autour du Moulin Rouge, autour de Montmartre, avec donc tous ces cabarets, cette ambiance où l'on boit énormément d'absinthe, cette ambiance aussi sous un fond de misère, entre gaieté et misère. Et histoire plutôt terrible, puisque son ami, vous le savez, se met une balle dans la tête, puisque sa compagne l'a quitté. En fait, Picasso a une aventure avec cette compagne, donc vous voyez quelque chose de... Et voici le tableau. Alors ça, c'est un très petit... c'est une toute petite œuvre, mais là encore, vous voyez, Picasso... alors qu'il a une vingtaine d'années, va véritablement changer le cours de sa peinture, et là il cherche à représenter, donc je vous disais, une peinture du ressenti. On est dans ce milieu extrêmement dur de l'avant-garde des peintres, dans ce milieu de Montmartre dans les années 1900. Et puis, bien évidemment, on pense, pas encore au fauvisme, mais à Seurat, peut-être, au pointillisme, à cette manière de traiter la toile avec des aplats de couleurs que l'on pose directement sur la toile, avec une espèce de violence du geste que l'on peut ressentir en regardant la toile. Et bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais il y a Van Gogh. Van Gogh est déjà mort, mais il y a justement dans ce Paris qui se tourne, qui a soif d'une peinture différente, il y a donc la Galerie Bernheim qui va monter une exposition des toiles de Van Gogh. Certainement la première, et celle en tout cas qui va marquer tous les artistes qui l'ont vue. Donc une autre, jusqu'alors Van Gogh, c'était vraiment, n'était absolument pas connu, hein, c'était vraiment extrêmement confidentiel, et là une exposition, et donc tous les artistes d'avant-garde se retrouvent confrontés à la peinture de Van Gogh aussi. Et voyez comment l'influence de Van Gogh aussi va être profonde sur les premiers, sur les débuts de la carrière de Picasso à Paris. Ici, donc, un autoportrait de Van Gogh. Vous voyez ce fond tourmenté, ce visage au regard fixe, et puis aussi, caractéristique, cette monochromie
Cet autoportrait de Van Gogh est fait uniquement de bleu et de roux et d'un petit peu de beige pour la chair. Et donc la confrontation, si l'on peut dire, ou la rencontre peut-être plus justement de Picasso et de l'œuvre de Van Gogh, eh bien, vont peut-être amener Picasso à entrer dans cette fameuse période bleue. Alors, on parle beaucoup de cette période bleue qui ne va durer que 3 ans, mais le bleu, paraît-il, est la dernière couleur que l'on voit avant de mourir. Et en fait, avec ce bleu, avec ce tour de force technique de faire un tableau essentiellement avec du bleu, Picasso marque aussi ici l'adieu à sa jeunesse, l'adieu à sa carrière de jeune prodige de la peinture, et résolument il va se tourner vers une autre peinture à partir de ce moment-là. Alors, regardez cet autoportrait peint en 1901. Vous voyez comme il a absorbé une quantité d'impression, d'influence, et autoportrait assez étrange lorsque l'on pense que Picasso, lorsqu'il peint ce tableau, a 20 ans. On a l'impression, enfin... donc il nous fixe, et chose aussi tout à fait étrange, hormis cette monochromie, regardez la manière dont il se représente. La plupart des peintres se représentent peignants, mais là, en fait, la plus grande partie du tableau est occupée par cette masse sombre de son corps, dont on ne voit absolument pas émerger les bras et les mains, qui sont l'instrument pourtant essentiel du peintre. Et donc voilà, c'est comme s'il abandonnait, il était prêt à abandonner cette carapace et ce regard bien sûr qui fixe. Alors le musée Picasso s'organise, donc je vous le disais, de manière chronologique, mais la première grande salle, en fait, où l'on peut voir cet autoportrait de Picasso de la période bleue, dans cette grande salle, eh bien, vous verrez des autoportraits de Picasso qui marquent toute sa carrière. Donc, si vous voulez, dans cette première salle, vous avez un résumé de la carrière de Picasso et de ses différentes manières. Donc, 1901, période bleue, et 1906, regardez cet autoportrait. Il s'est véritablement mis à nu. Il dit, enfin c'est quelque chose qu'il va exprimer, il dit il a le désir de s'arracher la peau pour voir ce qu'il y a en dessous. Et donc 1906, il s'arrache la peau, mais vous voyez que ce n'est pas forcément douloureux à ce moment-là, puisque si l'on regarde son expression plutôt souriante, 1906, c'est l'époque du bateau lavoir. Certes, on vit dans une pauvreté extrême, mais en même temps, Picasso est amoureux de Fernand d'Olivier, et c'est le moment donc où ils vont aller bien dans ces lieux de divertissement relativement nouveaux que sont les cirques couverts, enfin le cirque Medrano, le cirque d'hiver, donc les cirques construits en architecture. 1906, c'est aussi la période, où Picasso, donc, qui a vraiment cet œil ouvert sur le monde, qui a envie de s'arracher la peau, c'est-à-dire oublier tout ce qu'il a appris pour véritablement voir le monde d'un œil neuf, c'est le moment où il s'intéresse aussi à la sculpture nègre. Il n'est pas tout seul, hein, mais il y a vraiment un changement de regard sur ce qui était considéré comme des objets ethnographiques, c'est-à-dire cette sculpture nègre. Donc on va passer changement de regard, ce sont les mêmes objets, mais les artistes d'avant-garde vont voir dans ces objets ethnographiques en fait des formes, des manières de traiter les formes comme jamais on ne l'a fait chez nous, et donc vont s'intéresser
de manière, sur un plan esthétique, à cette sculpture nègre, à ces arts primitifs. Donc de la même manière aussi, ils ouvriront l'œil sur, par exemple, la peinture romane. Cette peinture romane, dans sa stylisation des visages, dont on peut voir une influence là-dessus. Picasso a été très intéressé par la peinture romane catalane. Donc on peut imaginer ses influences sur cette simplification du visage, simplification des traits, des volumes, des formes. Et ce que l'on remarquera dans cet autoportrait, donc un œil ouvert, un œil fermé, et donc c'est Anne Baldassari qui a été la conservatrice du musée Picasso pendant très longtemps, qui raconte cela. Je vous renvoie, si vous allez au musée Picasso, tapez Picasso Télérama, et il y a une superbe vidéo donc, sur cette première salle donc, qui est commentée par Anne Baldassari. Et donc elle dit, donc œil ouvert, c'est l'œil ouvert du peintre sur le monde, et l'œil fermé, c'est le regard sur son intériorité, comment je perçois le monde. Et le peintre, en fait, est à la rencontre de ces deux mondes, de ce qu'il absorbe et de ce qu'il en perçoit et de ce qu'il en redonne. Donc, au musée Picasso, il y a toute une salle qui est consacrée à cette période des Demoiselles d'Avignon, parce que c'est 1906-1907, les Demoiselles d'Avignon, c'est 1907. Donc, toute une salle qui est consacrée aux recherches qui vont amener Picasso à peindre ces Demoiselles d'Avignon, avec véritablement aussi très important cette rupture avec ce qui était l'un des fondements jusqu'à la fin du XIXe siècle de la peinture, c'est-à-dire la représentation du beau idéal. Avec les Demoiselles d'Avignon, il y a vraiment une rupture, et une rupture plastique évidente, parce que les Demoiselles d'Avignon, c'est un tableau véritablement énorme. Donc cette rupture plastique où, comme je vous le disais, il s'agit non plus de représenter un monde idéal, mais le monde perçu dans sa dureté, dans ses côtés, dans ses différents aspects. Et donc Picasso est véritablement en recherche d'une expression à la fois de son ressenti de plus en plus juste et aussi une recherche d'expression graphique qui va l'amener au cubisme. Donc ça, il s'agit véritablement d'une époque de recherche qui va se faire en lien avec Braque. Ils seront tous les deux à faire cette recherche-là. Et le cubisme, en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une recherche de l'espace, et là encore je parlais de perception, et il s'agit d'être au plus juste de la perception de l'espace, de comment on voit le monde. C'est-à-dire que jamais on ne voit le monde tel une photographie, c'est très rare, sauf si on se poste véritablement et on s'oblige dans un exercice très difficile à garder un même angle de vue. En fait, la réalité de notre vision du monde se fait par juxtaposition de prises de vue successives. C'est-à-dire que là, peut-être que vous vous endormez un peu avec le son de ma voix, donc vous avez même si vous ne vous endormez pas, vous avez vous captez des mouvements, ou vous captez des expressions, ou votre visage, votre regard va de moi au poste de télévision, et donc voilà ce qu'est la réalité de notre vision en fait. Et avec ses recherches cubistes, c'est ce que Picasso a tenté d'approcher ou à approcher suivant. Donc comme ici on voit dans ce portrait à la moustache, donc qui est présenté dans ces premières salles pour vous montrer un petit peu toutes ces phases. Vous voyez comment Picasso, qui avait tout dans les mains dès l'âge de 14-15 ans, eh bien va
bouleverser tout ça et chercher pour être au plus près de la complexité de notre perception du monde. Toujours dans cette première salle, enfin jusqu'à présent, jusqu'au 20 octobre en tout cas, donc ici datant de 1928, il s'agit de figures et profils. Donc vous voyez, nous sommes à peu près une quinzaine d'années après le cubisme. Picasso évolue en écho avec son époque. Les années 1924, c'est le manifeste du surréalisme, où il s'agit véritablement d'aller chercher dans la spontanéité, dans l'inconscient, etc., les formes. Et vous voyez qu'en quelque sorte, sur le tableau, dans le tableau, Picasso se lâche dans cette forme de visage ici, hein, avec ce que l'on peut imaginer comme étant les dents, et puis 3 yeux, un nez ici. Donc véritablement, voilà, il y a un déploiement de la forme, mais si l'on regarde bien, en fait, enfin, il s'agit aussi du questionnement du créateur par rapport à son œuvre, parce que ça n'a pas dû vous échapper, mais en fait on voit se détacher sur la fenêtre le profil du créateur, donc face à son œuvre, sur laquelle encore, donc on voit Picasso scrutant le monde, on voit se détacher un profil, donc un œil, et puis l'autre, à la manière égyptienne, hein, cet œil dont on connaît l'existence, donc que l'on va peindre, et puis ici, cette forme, là encore, cette tête vraisemblablement retournée. Donc voilà, juxtaposition de toutes ces réalités, en fait, de toutes ces strates de la réalité du monde complexe dont il va explorer à ce moment-là. Et puis, bon, vous connaissez Matisse, hein, on voit aussi, on est à la fois dans une recherche d'expression de la perception, mais aussi dans une recherche esthétique, avec ce jeu de lignes, notamment à gauche, hein, l'appui de la fenêtre, qui n'est pas sans nous rappeler les recherches que fait concomitamment Matisse. Hein. On sait que les deux hommes auront une correspondance, seront à la fois rivales, mais en même temps extrêmement proches. Et puis ce jeu de couleurs, de bandes colorées, etc. etc. Et puis donc, alors jusqu'à présent, toujours au rez-de-chaussée, dans cette première salle, des autoportraits, celui-ci. Étonnant, hein. Là on se dit, paf, on en prend plein la figure. Alors, étonnant portrait, autoportrait, comment? Une belle barbe, effectivement. Ah, belle barbe, ça nous rappelle peut-être Van Gogh, l'autoportrait de Van Gogh que l'on a vu. Hein. On voit comment Van Gogh, vous voyez, par la manière de poser les touches sur la toile également, chapeau de paille aussi, qui rappelle un des autoportraits de Van Gogh. Et puis ce regard halluciné, cette barbe. Là, il n'y a plus de dessin au niveau du visage, enfin très peu, vous voyez, c'est la touche qui fait le contour du visage. Et puis, donc on a une espèce de violence dans la représentation de cette figure humaine, mais en même temps une, je sais pas, désinvolture, avec, vous voyez, ceci là, c'est la langue, et en fait il est en train de manger un cornet de glace. Et en fait il s'agit véritablement d'un pied de nez, enfin pied de nez, le mot n'est pas assez fort, c'est parce que nous sommes c'est un tableau qu'il peint en 1938, c'est la montée du nazisme qui s'affirme de plus en plus, avec, vous savez, la création du musée d'art dégénéré.
où sont retirées de tous les musées nationaux d'Allemagne toutes ces œuvres d'artistes contemporains et qui vont être présentées dans une mise en scène pour que l'on rigole et qu'on se dise vraiment c'est n'importe quoi ce que font. Et regardez combien les musées ont acheté ces œuvres au moment de l'époque de Weimar. Donc il y a vraiment une mise en scène pour vilipender l'art de l'avant-garde. Et c'est à ce moment-là, 1938, donc vous savez, après ça va de plus en plus loin, puisque en Allemagne, après cette exposition de l'art dégénéré, les peintres d'avant-garde n'auront plus le droit de peindre. On se souvient de Nolde, qui ne peut même plus acheter ni papier ni pinceau. Donc, vous voyez. Et Picasso, bien évidemment, se révolte à ce moment-là, et c'est en forme de réponse qu'il va créer. C'est pour ça que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon sens, dans cette œuvre, il y a une violence extraordinaire, et c'est le moment aussi où des tableaux de Van Gogh seront brûlés en autodafé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des images des autodafés qui ont lieu en 37-38, mais c'est absolument effrayant parce que vous avez une foule, mais vraiment, c'était des foules absolument extraordinaires. Et au milieu, donc, on brûle livres et œuvres d'art dans le bon goût, en fait. Et voyez ce qui se joue aussi derrière ces histoires de bon et mauvais goût. Ce qui est considéré comme le bon goût, eh bien, peut cacher aussi d'autres choses. Alors, ça, c'est l'un des derniers portraits de Picasso, donc toujours dans cette première salle qui vous donne un résumé de la carrière, voilà, des différentes manières de Picasso. On se souvient, le premier tableau, la fillette aux pieds nus, et voici l'un de des derniers tableaux qu'il peint et qui s'intitule « Jeune peintre ». Il peint ce tableau, il a 90 ans. Il meurt quelques mois plus tard à 91 ans, jeune peintre. Jeune peintre en effet, donc en fait c'est sur le blanc de la toile. Donc on a juste quelques traces de pinceau, ces traces de pinceau qui peuvent nous donner l'impression justement d'un jeune peintre qui est en train d'advenir à la surface de la toile. Et en même temps, c'est un tableau ambivalent, puisque si vous regardez la main, cette main qui tient le pinceau d'une manière très étrange, en fait, c'est une manière d'hommage à Renoir, Renoir qui était perclus de rhumatisme déformant et qui ne pouvait même plus peindre, enfin, qui pour peindre devait demander à ses assistants de lui glisser le pinceau dans sa main bandée. Donc à la fois le jeune peintre qui est en train d'advenir et en même temps le vieux peintre qui est en train petit à petit de s'effacer. Et puis commence le parcours chronologique. Donc je vous dis là encore, c'est vraiment l'état de l'exposition, de l'accrochage actuel qui va changer le 20 octobre, mais déjà pour vous donner des fils. Donc après on continue, on repart dans l'accrochage chronologique et bien évidemment il y a ici la Célestine, donc qui est la dernière œuvre de sa période bleue. Alors, on avait très peu d'œuvres de la période bleue de Picasso et en fait ce tableau a été acquis par échange. Alors la Célestine est une mère maquerelle, donc qui officiait dans les bordels à côté de l'atelier de Picasso à Barcelone, et la Célestine aussi pour les hispanophones, et bien voilà, est une référence à une tragicomédie, voilà, de Fernando de Rojas, donc qui est une des œuvres majeures de la culture espagnole, dans laquelle la Célestine est une entremetteuse qui entraîne tout le monde vers la mort.
la mort dont semble nous parler cet œil malade à droite. Donc qui fait de cette œuvre une œuvre extrêmement frappante. Et puis donc dans ce parcours chronologique, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la Célestine c'est 1904. Et puis là, on entre dans la période de l'intérêt pour l'art nègre. Et puis, toutes ces études pour les Demoiselles d'Avignon. Donc, on voit comment Picasso a été un chercheur acharné pour véritablement entrer Enfin, il scrute les formes. Et ici, donc, nous avons ces trois figures sous un arbre. Donc, on voit qu'ici, le modelé est presque totalement abandonné. Il s'agit d'un jeu de hachures, hein, c'est ça, donc à la manière de Cézanne, hein, ces hachures colorées. Cézanne est bien évidemment un peintre aussi qui va participer à l'ouverture de la voie des avant-gardes en ce début du XXe siècle, et jeu de formes entre elles, hein, vous voyez cette imbrication des différentes figures féminines. Et vous voyez, en 1906-1907, on est totalement en rupture avec la peinture académique. Là encore, avec ce nu, et en fait, je me suis aperçue, mais après, c'est que, oui, il y a des espèces d'incohérences d'un point de vue physique, hein, au niveau de la jambe, mais peu importe, on est saisi par la monumentalité de la figure et sa puissance inspirée bien évidemment par cette étude, par cette vision très fine, eh bien, des sculptures africaines qu'il pouvait voir. Donc là, nous entrons dans la période cubiste, hein, après la période des Demoiselles d'Avignon, en fait, ouvre la période cubiste. Donc, dans ce musée Picasso, qui est un endroit très agréable, eh bien, prenez le temps de regarder ces tableaux cubistes. Hein. Vous verrez, on baigne dans une lumière tout à fait exceptionnelle, extrêmement sereine dans le musée Picasso. Et donc, cette salle cubiste, je pense qu'il est intéressant de s'y arrêter, parce qu'on est là vraiment à un tournant de la peinture, où, abandonnant totalement cette perspective monofocale telle qu'on a pu la connaître, donc Picasso et Braque vont interroger l'espace et arriver à véritablement faire surgir les images, les représentations, à les faire venir, à les faire véritablement sortir du cadre. On n'est plus dans un appel vers la profondeur, mais au contraire, ces figures véritablement sortent de leur cadre. Et comme je vous le disais, ça n'est pas un hasard si pendant la période cubiste, en fait, Picasso et Braque vont surtout représenter des musiciens, car véritablement, je parlais de juxtaposition de perception, et la musique aussi participe de cette juxtaposition de différentes perceptions que l'on peut avoir. Alors là, je ne sais pas si vous percevez quelque chose, mais il s'agit d'un musicien. Vous l'avez certainement ressenti, un musicien musicien à la mandoline. Dans cette phase du cubisme analytique, en fait, il y a un élément qui va en quelque sorte être le bout de la pelote de laine et auquel il faut vous accrocher pour y voir des formes petit à petit. Donc ici la mandoline, ici donc le manche de la mandoline avec les cordes. Ici à l'arrière-plan, on a bien la pièce dans laquelle le joueur se trouve, et puis le siège, et peut-être devant lui une console, et puis ici tête et peut-être main, on peut imaginer.
les mouvements du musicien qu'il impulse à son instrument. Et puis, voilà, étonnant Picasso. Le joueur de mandoline, c'était 1912, et puis ici, on avance, hein, parce que telle va la vie. Et ici, en fait, c'est une œuvre qu'il a réalisée simplement 6 ans après. Vous voyez, il est vraiment multiple, un peintre multiple. Comment ? Oui, son évolution. Mais là, en quelque sorte, il retourne à ses racines. Vous voyez, une peinture ingresque, hein, si on ne fait pas attention, on peut se dire, tiens, vu la mode de la robe, on situe ça plutôt fin 19e, et puis on pourrait, enfin, surtout le visage, hein, qui est inspiré de Mademoiselle Rivière, ce tableau d'Ingres absolument superbe. Et donc voilà, 1918, c'est une période aussi, Picasso s'est marié avec Olga qui était danseuse dans les ballets russes, hein, de Diaghilev, et 1918, c'est la fin de la guerre. Et vraiment, il y a un besoin de stabilité à ce moment-là, ce qu'on appelle chez Picasso le retour à l'ordre. Donc retour aux valeurs classiques, enfin, mais quoique, voyez, avec cet intérêt pour le non fini, hein, on voit véritablement l'élaboration de la toile, cette toile, en fait, qui, si elle fige son épouse Olga, n'est qu'un moment et n'est qu'un un artefact en quelque sorte, puisque derrière, hein, toute la toile est laissée à nu, et on voit même ici, eh bien, Picasso y a essuyé son pinceau, nous rappelant que ceci n'est en aucun cas une mimésis d'Olga, mais n'en est qu'une représentation. Mais on peut bien évidemment se délecter de la grâce, de la grâce du visage, de la grâce de la robe, peut-être Paul Poiret, de la beauté des couleurs et de la grâce du décor, aussi bien du fauteuil que de la robe ou de l'éventail, ou de la pose aussi. Donc toujours même époque, hein, de cette époque que l'on nomme retour à l'ordre, cruche et pomme, avec ce côté, je dirais, avec cette cruche ventrue, mais également avec un grain extrêmement particulier. Bon, Picasso est jeune marié à l'époque, et il y a véritablement une sensualité dans cette nature morte. Et puis, voilà, étonnant Picasso, vous connaissez peut-être celui-ci, Picasso va se rendre à Dinard et il va peindre ses œuvres en 1922. Vous voyez, j'ai parlé de retour à l'ordre, et il semble bien effectivement qu'après cette Première Guerre mondiale qui a tellement été meurtrière et bouleversé les âmes, qu'il y ait ce retour à l'ordre et ce besoin d'affirmer l'existence dans toute de tout son poids, avec toute sa force. Et c'est véritablement un moment, ces années 1920, où Picasso va créer ces figures absolument à la fois puissantes et monumentales, massives et sculpturales. Donc ici on voit ces deux jeunes femmes, dont celle au premier plan qui renverse la tête. On est véritablement dans une jubilation bachique du mouvement. À la fois jubilation et en même temps une monumentalité. Et vous voyez que Picasso n'hésite pas à bouleverser
les canons, puisque le bras qui est à l'arrière-plan est totalement, est absolument énorme, presque droit, et voilà, véritablement est là pour asseoir en quelque sorte cette composition. Les pieds également absolument énormes. Alors ça, c'est un tout petit tableau en fait, mais qui a servi de modèle à un rideau de scène pour Diaghilev. Donc toujours dans cette veine, retour à l'ordre, retour aux valeurs antiques, mais néanmoins modernisé. Vous voyez qu'il porte un espèce de slip kangourou de l'époque. Et puis, là encore, toujours en perpétuelle recherche, on avance dans le temps. Donc cette figure, la baigneuse, toujours inspirée par ses séjours à Dinard. Donc cette figure, 1928, c'est l'époque du surréalisme, où là, véritablement, on laisse émerger les formes qui jaillissent sans qu'elles soient filtrées par la raison. Et donc voici cette baigneuse étonnante en train d'ouvrir la porte de sa cabine. Ouais. L'acrobate, 1830. Donc là encore, on voit que Picasso véritablement n'hésite pas à malmener les corps pour en retranscrire cette impression qu'il peut avoir. Il fréquente beaucoup les cirques à ce moment-là, puisqu'il a eu un enfant avec Olga, c'est le petit Polo. Et comme nous tous, il est fasciné par cette malléabilité du corps humain. Et voici comment il donne véritablement naissance, enfin, il donne forme à cette sensation de malléabilité de la forme humaine et son pouvoir de métamorphose. Il traduit par le dessin véritablement l'impact du mouvement sur le corps, par quelque chose d'extrêmement simplifié qui n'a absolument rien de réaliste, mais qui véritablement traduit cela. Et puis, donc nous sommes en 1930, dans ces années-là, Picasso est marié et il va rencontrer une jeune fille de 17 ans, c'est Olga. Donc il fait en même temps, pardon, pas Olga, non, Marie-Thérèse Walter. Une femme toute en rondeur, enfin une jeune femme toute en rondeur, il a presque 50 ans, elle 17, et il va être complètement séduit par sa beauté sereine qu'il va peindre ou dessiner à de nombreuses reprises. Et vous pourrez voir cette petite gravure donc, au musée Picasso. Donc, avec cette vue extrêmement rapprochée, presque intime, du visage de Marie-Thérèse. Et Picasso est décidément multiple. On était dans cette espèce de douceur, enfin dans la douceur avec le visage de Marie-Thérèse, mais Picasso s'intéresse aussi à la corrida et c'est dans ces années-là qu'il va commencer donc à représenter la corrida avec son déchaînement, son flamboiement à la fois de couleurs, son déchaînement de violence aussi, avec donc l'une de ses premières corridas ici, et puis cette forme très marquante au premier plan du cou du cheval qui se retourne, bouche, gueule ouverte, et puis dont on voit aussi le détail des tripes qui s'échappent, et cette blancheur face à, vous voyez, blancheur presque lisse face aux côtés de la bête sauvage, de ce taureau dans les teintes sombres avec tous ses poils, et puis sur lequel eh bien, se trouve renversé le corps du toréador, une mise en scène exceptionnelle avec entre les deux, vous voyez,
la cape, enfin le voile orangé qui, là encore, hein, fait véritablement claquer la toile. Donc toute une série de gravures que vous pouvez voir, celle-ci terrible, hein, parce qu'on parlait des tripes, mais là, vous voyez qu'on est en plein dedans. La peinture, voilà, n'exprime plus que le beau, la peinture dérange, la peinture véritablement va chercher au plus profond de l'âme humaine. Et ici, en l'occurrence, hein, ce sont les années 1930, donc c'est l'époque des corridas, c'est l'époque du Minotaure aussi qui va représenter à multiples reprises hein, le Minotaure qui, cet être hybride, tête de taureau et corps d'homme, symbole de la dualité de tout homme. Quand je dis homme, c'est homme et femme, avec ce côté à la fois animal et le côté humain, donc symbolisé par le Minotaure, qui est aussi en écho avec la vie personnelle de Picasso. Hein. Vous savez, Picasso et les femmes, c'est vraiment toute une histoire, oui, puisque en fait il est entre plusieurs femmes, on va dire. À la fois il est toujours marié avec Olga, il est aussi avec Marie-Thérèse, et puis il est en train de rencontrer Dora Maar. Vous voyez, il est vraiment... Donc voici ici toute une série. Donc au musée, le premier étage, il y a toute une salle hein, qui est consacrée à toutes ces gravures et peintures autour du Minotaure et de la tauromachie. Alors ici, 1937, voici le portrait, vous l'avez deviné, de Marie-Thérèse, hein, là encore tout en rondeur. Rondeur des seins, rondeur des ongles, rondeur de la robe, rondeur du fauteuil sur lequel elle est assise, ce regard, enfin ce visage d'une extrême douceur, avec ce jeu, ces restes cubistes, si l'on pourrait dire, hein, avec, on voit à la fois le visage de face et en même temps de profil. Donc cette juxtaposition de notre perception des choses. Et puis, donc à côté, ah ben non, je l'ai repris à l'envers, excusez-moi. Et puis donc, présenté juste à côté du portrait de Marie-Thérèse. Donc, il s'agit ici d'un portrait de Dora Maar, sa nouvelle égérie, sa nouvelle amante aussi. Une femme, on le voit, qui a extrêmement... Enfin, un caractère, enfin, une femme de caractère, une femme racée, une femme extrêmement belle, mais vous voyez comment eh bien, il la représente. C'est même époque, hein, exactement même année, 1937, et Dora Maar, elle est tout en, vous voyez, c'est au niveau des ongles, par exemple, c'est assez drôle, le fauteuil lui-même, hein, beaucoup plus anguleux, cette espèce de corset au niveau de son tronc, mais malgré tout, ce visage d'une beauté extrême. Regardez l'œil, comme il est dessiné, comme il est ouvert, et puis on voit son élégance dans cette œuvre-là. 1937, certes les femmes, mais aussi le début de la guerre civile espagnole, et donc là vous le voyez, Picasso va combattre à sa manière, en tout cas il exprime son refus de cette guerre qui est en train de commencer, avec ici, vous voyez, cette sculpture qui est un plâtre qui représente un point fermé, tout assez petit mais extrêmement efficace par la simplicité des moyens employés. 1937, c'est Guernica, bien évidemment. Et c'est aussi, enfin celui-ci, c'est 1943. Mais voyez comment Picasso se fait aussi le vecteur de cette violence qui s'acharne d'abord sur l'Espagne et ensuite en Europe, avec ce chat
extrêmement simple, mais en même temps on n'a pas besoin d'avoir tous les détails. Regardez comment justement ces pattes stylisées, comment elles mettent en évidence ces griffes, ces quelques griffes que l'on voit plantées ici peut-être dans une proie et qui font écho, eh bien peut-être, je ne sais, regardez à ces deux virgules blanches qui sont peut-être, bon, je ne sais, que l'on voit se détacher sur la figure de cet oiseau, là encore extrêmement simplifié, bec ouvert, en train d'être dévoré. Tête de mort aussi, là encore, sculptée dans la pierre, toute petite. Ça fait partie des... Voilà, c'est dans une vitrine de ces tout petits objets extrêmement émouvants, de ces petites sculptures de Picasso. Et puis ça, c'est un dessin donc, qui est beaucoup plus ancien, où là encore, hein, on voit comment Picasso fait de la peinture aussi un instrument politique, un instrument de message, donc un vecteur de message politique également, qui dénonce la violence. Et puis, donc, nous arrivons, après bien des œuvres, 1949, c'est le moment où Picasso est dans le Midi, c'est le moment où Picasso va voir la naissance de sa fille, la suivante. Donc, c'est une époque de calme après la tempête, si l'on peut dire, une époque rassérénée où le monde est en pleine phase de reconstruction, lui aussi, et donc il va peindre notamment beaucoup de colombes, et donc qui sont aussi un hommage à cette jeune enfant qu'il voit naître, sa fille Paloma. Donc la colombe, et en fait donc c'est le moment où il va dessiner ce qui va devenir l'emblème de la paix, hein, la colombe de la paix que l'on voit dessiner d'un trait. J'ai pas de reproduction ici. C'est le moment, voilà, on est dans cette ambiance extrêmement légère et teintée de grâce enfantine, où Picasso va réaliser des sculptures, hein, comme la petite fille à la corne, qui saute à la corde, réalisées, vous le voyez, avec des choses qu'il ramasse, hein, des paniers, des cordes, ici un moule à gâteau, enfin, tout cela. Ou ici, vous pourrez voir aussi la chèvre, qui a une puissance, une présence tout à fait étonnante. Donc là encore, réaliser les pattes, il s'agit de branches, dont on voit de branches, de plâtre, de sable, de différentes de cornes, pour le coup véritables de chèvre. Donc là, encore une œuvre tout à fait étonnante. Et donc, ces années 50, voilà, une ambiance tranquille, comme on parle cette peinture, ici où l'on voit donc Françoise Gillot se penchant sur ses deux enfants, Claude en train de dessiner sous les yeux de sa première fille, donc Paloma. Vous voyez comment l'ombre de la mer, ou le corps de la mer, en fait, véritablement crée comme une enveloppe à la fois protectrice et attentive à ses enfants. Et puis ici, donc, il s'agit de sa dernière femme, Jacqueline Roch, que l'on peut voir. Et parmi donc les dernières œuvres qui sont présentées au musée Picasso, il y a ce nu couché. Alors tout à fait étonnant, parce que là on le voit en petit, ça va, mais en fait l'œuvre est véritablement monumentale. Elle doit faire 2 mètres sur 2,50 mètres. C'est vraiment une œuvre monumentale, donc une œuvre blanche, où donc Picasso
a peint Ce nu couché. C'est une œuvre qui date de 1967 et c'est une œuvre qui en 1967 a été véritablement, enfin, a dérangé énormément de gens, la représentation de cette famille de cette manière-là, dans ce style-là, dans ce style, on va dire, tardif, hein, le style le plus libre de Picasso, où l'image du corps domine, désirable, tentaculaire ou même inquiétant. Et il y a aussi cette espèce de désinvolture dans cette peinture, hein, puisqu'elle est non finie. Le fond, c'est le fond en réserve, hein, c'est le fond de la toile, à la fois une désinvolture, une espèce de jubilation, hein, dans la posture de la femme, avec les seins qui partent d'un côté, ces petits seins, ces deux bras, comme si elle faisait, enfin, une posture tout à fait presque enfantine, hein, presque un petit coucou, enfin, et tandis que le sexe est bien visible, hein, là encore traité d'une manière extrêmement désinvolte, et puis ses pieds en gros plan. Et là, véritablement, c'est une peinture coup de poing contre le souci, d'une part contre le souci d'achever, contre le sens commun du beau idéal, ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, ces agressions au corps féminin, Picasso les exprime clairement. Il dit « Je veux dire le nu, je ne veux pas faire un nu. Je veux seulement dire sein, dire main, dire ventre. » Et voilà, et véritablement, lorsqu'on est face à ce tableau, eh bien, ce ventre, ces seins, ces mains, on les prend presque en pleine figure, en quelque sorte. Et véritablement, quand je dis on les prend en pleine figure, c'est véritablement de cet ordre-là. Et d'ailleurs, Picasso disait que pour lui, à travers sa peinture, il s'agissait de réactiver l'œil sauvage. Non plus cet œil raisonnable qui va effacer tous les contours et toutes les aspérités du monde, mais véritablement de retrouver cette sauvagerie et cette vigueur que Picasso va garder jusqu'à l'âge de 91 ans. Alors, je crois que c'est presque terminé, c'est sur celle-ci. Ah non, parce que si vous allez au musée Picasso, donc le dernier étage de l'hôtel Salé, les combles ont été aussi complètement réaménagés de manière à y exposer bien la collection personnelle de Picasso. Et parmi ses œuvres, eh bien, on peut voir ce chamois, les yeux tournés vers le ciel, de Courbet, et aussi une œuvre, enfin entre autres, hein, une œuvre qui a à peu près cette taille-là, mais ne manquez pas de la voir. Vous avez ces deux gars, tout à fait, deux gars, et c'est les œuvres qu'il a réalisées dans les maisons closes. Oui, oui, oui. Il y a une exposition sur toutes ces œuvres particulières de Degas, où l'on n'est plus dans le monde des danseuses, mais on est véritablement, je dirais, le voile est levé sur toutes les coulisses de cette société de la fin du 19e siècle, pleine de pudibonderie. Et lorsque on lève le voile sur les coulisses, eh bien, c'est ce que Degas, en tout cas, a pu voir, et c'est ce qui nous fait ressentir. Et aussi, donc ceci pour dire que, en fait, à partir de la fin octobre, il y a une exposition au musée d'Orsay sur, voilà, splendeur et misère de la prostitution. Et je pense que ça va être une exposition sacrément intéressante, parce que c'est vrai que tout cet aspect-là de la fin du 19e et début du 20e n'a pas encore été exploré. Voilà, oui, tout à fait. Donc voilà, et bien écoutez, voilà, libérer son regard et par là
eh bien, libérer notre connaissance, notre acceptation du monde. Enfin, bon. Voilà. Je vous remercie.